La jeune fille regarde avec d'énormes mots bleus et demande si le jeune homme veut la tuer. Voyant le regard ahuri du jeune homme, la jeune fille demande que ce soit indolore. Le jeune homme se tient respectueusement penché au chevet de la jeune fille et ne sait que répondre à ces paroles étranges. Le jeune homme murmure qu'en tant que fidèle serviteur de Lady Célina, il ne peut pas faire une telle chose. La jeune fille sait clairement que ce serviteur dévoué l'attaquera avec magie à l'avenir. Célina demande au jeune homme d'abandonner la magie, car ce sera mieux pour lui. Le jeune homme ne comprend rien à ces propos. Il y a quelques jours, cette jeune fille s'est réveillée dans le monde décrit dans le livre Crown of Down. Erin pensait que ce livre était très moche, mais sa sœur malade en était ravie et la jeune fille a dû le lire à haute voix plus d'une fois. Erin était une orpheline qui a été adoptée par un couple sans enfants, mais ils ont rapidement eu leur propre enfant. Malheureusement, la fille est née avec une maladie mortelle et incurable, et ses parents ont blâmé Erin pour tous les malheurs. La jeune fille était mal nourrie, maltraitée et battue. La vie entière de la sœur aînée devait être entièrement consacrée à la sœur cadette. Ce qu'Erin devait étudier, quel travail elle devait trouver, tout cela avait été décidé pour elle, dans l'intérêt de sa sœur, tout cela n'était pas elle. Erin commençait à détester sa sœur, mais lorsqu'elle la voyait allongée sur un lit d'hôpital, la haine disparaissait d'elle-même. La relation entre les sœurs était très complexe, elles se détestaient toutes les deux et comptaient l'une sur l'autre. Et puis un jour la sœur cadette a quitté ce monde, elle n'avait pas encore 12 ans. Le besoin d'Erin a disparu et il n'a pas fallu longtemps aux parents adoptifs pour expulser la fille de la maison. Se retrouvant au bord de la route, le désir de vivre de la jeune fille s'est complètement tari. Erin a escaladé l'un des immeubles de grande hauteur abandonnés, sous une pluie battante, a marché jusqu'au bord du toit. La fille est trop fatiguée et ne veut se souvenir de rien. Elle n'a pas la force de prendre soin d'elle-même et elle ne veut plus affronter les difficultés. Tout ce qui restait de sa sœur dans la mémoire de la jeune fille était l'image d'une silhouette malade et complètement affaiblie. Erin ne comprend pas pourquoi elle ne se souvient que de cette image, si sa sœur était tout ce pourquoi elle vivait. La jeune fille pleure et ne comprend pas pourquoi sa sœur ne s'est pas rétablie, ne serait-ce qu'un instant, pour elle. La jeune fille pense que plus rien n'a d'importance car c'est la fin, elle fait un pas en avant et tombe du toit. J'ouvre les yeux. Erin ne comprend pas pourquoi la mort s'est avérée si agréable, elle a l'impression de renaître dans un nouveau monde. Pour une raison quelconque, il fait trop clair et il semble y avoir un vague mouvement. Une fille apparaît à côté d'Erin et crie de manière assourdissante que maîtresse Célina s'est réveillée. Certaines personnes apparaissent au chevet de la jeune fille et disent qu'elle, Célina, est tombée dans les escaliers il y a 4 jours et qu'elle ne s'est réveillée que maintenant. Erin ne comprend pas où elle se trouve et qui sont ces gens qui l'appellent par le nom de quelqu'un d'autre. En essayant de poser une question, la jeune fille se rend compte avec horreur qu'elle ne peut pas parler, seul un léger sifflement sort de sa gorge. Le médecin nerveux demande à tout le monde de se calmer, la dame est restée là pendant plusieurs jours sans se lever, c'est peut-être pour cela qu'il lui est difficile de parler maintenant. La jeune fille se souvient clairement du beau jeune homme Aaron Howitt, le frère aîné de Célina. Se souvient des parents d'Erin et Célina, le duc et la duchesse Howitt. Soudain, la jeune fille se rend compte qu'après s'être suicidée, elle n'est pas morte, mais s'est réveillée dans le corps de Célina Howitt. Restée seule, l'héroïne essaie de comprendre tout ce qui se passe et de comprendre où Célina elle-même est allée dans cette affaire. Les servantes entrent dans la chambre de la jeune fille, disposant adroitement de nombreuses assiettes, rapportent qu'elles ont apporté le dîner à la dame. La jeune fille a terriblement faim et mange la nourriture avec plaisir, estimant que les plats servis ne ressemblent pas beaucoup aux plats médicinaux. Quelques jours plus tard, la voix de la jeune fille est revenue, ses parents, qui rendent constamment visite à leur fille, sont sincèrement heureux qu'elle se rétablisse. Erin ne peut pas pleinement accepter ce qui se passe et pense qu'il est assez désagréable d'appeler maman et papa des étrangers. Soudain, la jeune fille demande au duc et à la duchesse où ils se trouvent et qui elle est. La femme dit qu'ils sont le duc et la duchesse de Howey, le jeune homme est leur fils Aaron et la fille elle-même est leur fille Célina. Les parents demandent si Célina se souvient de Lucas et de la sainte jeune fille Ariel, la fille dit que ce sont probablement leurs serviteurs. La jeune fille se rend compte qu'elle a lu sur tous ces gens dans un livre stupide que leur sœur aimait tant. Dans le livre, la méchante principale s'appelait en effet Célina. Selon l'intrigue, le jeune homme du rêve étrange était un serviteur dévoué de la jeune fille. Le garçon était un orphelin de la rue que la petite Célina avait ramené à la maison par pitié. Elle en fit ensuite son serviteur et l'utilisa comme esclave pour de nombreuses choses. Le jeune homme ne lui était pas vraiment dévoué, évaluant la situation, il se contentait de suivre le courant et à la fin il serait le premier à trahir l'héroïne et à tenter de la tuer. Ce même serviteur est constamment à côté de la fille, essayant par tous les moyens de la servir. La nouvelle Célina, connaissant l'intrigue du livre, a peur du jeune homme et lui demande de la laisser tranquille. Restée seule, la jeune fille évalue la situation, elle n'arrive pas à croire qu'elle soit devenue la duchesse Célina du livre.
Livre Célina était une vraie méchante et une femme avide qui voulait obtenir tout ce qu'elle n'avait pas. La jeune fille voulait vraiment obtenir le duché dont Aron était censé hériter. Célina n'avait pas assez de talent pour satisfaire tous ses désirs. La jeune fille a étudié jour et nuit, mais cela n'a pas apporté le résultat souhaité. Contrairement à sa sœur, était un élève exceptionnel. Et pour tout le reste, son frère était également supérieur à Célina, ce qui ne faisait qu'augmenter sa colère. Il n'a pas fallu longtemps à la méchante Célina pour agir. Aron était amoureux de la belle et sainte Ariel et les jeunes gens allaient se marier. Le mariage renforcerait la position d'Aron en tant qu'héritier, alors Célina a créé toutes sortes d'obstacles pour contrecarrer leurs plans. Les alliés d'Ariel ont appris les plans diaboliques du méchant et l'ont finalement emprisonné. Célina n'a pas réussi à obtenir ce qu'elle voulait et est devenue désemparée. À l'âge de 23 ans, la jeune fille meurt en captivité et dans la solitude. Erin est horrifié par le sort terrible qui l'attend dans le corps de Célina. La fille plonge dans l'apathie. Il ne veut ni se battre ni changer quoi que ce soit, il vivra simplement jusqu'à sa mort. Erin ne comprend pas pourquoi, au lieu de mourir, Dieu l'a placée dans le corps d'un personnage de livre, elle décide que tout cela est trop gênant et s'endort. Dans le rêve, Erin se souvient comme si en réalité elle n'avait pas versé une larme à la mort de sa sœur. Dans les derniers instants avant sa mort, Célina se repent amèrement de ce qu'elle a fait, elle prie Dieu de l'aider, car elle ne veut pas mourir seule. Peut-être qu'à ce moment-là, quelque chose s'est produit qui a relié les âmes des deux filles par un fil invisible. Et au dernier moment de la vie de Célina, l'esprit d'Erin, qui a décidé de mourir, apparaît devant elle. Erin se sent vraiment désolée pour Célina, personne ne mérite une mort aussi terrible, deux âmes solitaires sont désormais connectées. Lorsque Célina était au bord du gouffre, elle a désespérément demandé que quelqu'un la défende. La méchante voulait remonter le temps et avoir le temps, comme Erin, de se suicider avant d'être emprisonnée seule, et donc Erin vit maintenant dans son corps. Après ce rêve étrange, la nouvelle Célina décide de tout faire pour réaliser le désir de l'ancienne propriétaire du corps, elle doit d'abord sortir du lit. Quoi que Célina décide de faire, elle est entourée de servantes partout, exaucant ses moindres désirs. Allongée dans le jardin, la jeune fille ne comprend pas pourquoi il y a tant de servantes. Ayant mangé à sa faim, la jeune fille n'est plus aussi déterminée à tenir ses promesses. Profitant du beau temps, du chant des oiseaux et de la nourriture délicieuse, Célina commence progressivement à s'endormir. La jeune fille se réveille à cause d'un bruit incompréhensible venant d'Alexandra côté. Décidant de voir ce qui se passe, Célina se ferait un chemin tranquillement à travers les buissons, essayant de rester inaperçue. Sur la pelouse, en sueur abondamment, un homme d'une beauté époustouflante s'entraîne avec une épée. L'homme balance son épée encore et encore, coupant l'air. Célina regarde l'homme d'un air rêveur, décidant de ne pas révéler sa présence pendant un moment. Soudain, la jeune fille remarque que ses longs cheveux sont très emmêlés dans les branches d'un buisson. La duchesse peine à démêler ses cheveux, mais réalise avec désespoir qu'elle n'y parviendra pas sans une aide extérieure. L'homme entend soudain une voix de femme qui l'appelle derrière les buissons. Constamment prêt au danger, devint alerte et, ayant préparé son épée, se dirigea vers la voix. Dans les buissons, l'homme aperçoit Célina allongée sur le sol, qui avoue, gênée, que c'est elle qui l'a appelée. Le héros domine la duchesse de toute sa hauteur et ne croit pas à la réalité de ce qui se passe. À ce moment-là, le serviteur de Célina est assis sur la terrasse du château et mange des friandises, même si, sur ordre de ses parents, il n'aurait pas dû laisser la jeune fille seule. Soudain, le jeune homme se demande pourquoi la dame a décidé de se débarrasser de lui et espère qu'il ne lui arrivera rien d'inattendu. L'homme s'incline devant la jeune fille et lui demande pardon de ne plus avoir de nouvelles de lui depuis longtemps. Réalisant l'absurdité de la situation, demande lointainement de l'aider à démêler ses cheveux trop fins. Soudain, l'homme se met à rire de manière incontrôlable, incapable de s'arrêter. Célino examine attentivement l'homme qui rit et se rend compte qu'il le connaît. Cet homme est un cavalier d'élite de la famille Howitt, mais la jeune fille ne se souvient plus de son nom. Sachant ce qui est arrivé à Célina et voyant sa confusion, l'homme dit qu'il s'appelle Lucas. D'un mouvement habile et fort, Sir Lucas arrache les cheveux de la jeune fille des branches et la regarde. Cette année, Célina n'a eu que 19 ans, mais elle est déjà célèbre pour ses actions crapuleuses. Tous les membres de la famille Howitt sont des gens de bonne humeur et honnêtes, et seule la fille est la seule à chercher si durement l'héritage. Malgré le fait qu'Aron hérite de tout par ancienneté, la jeune fille a insisté sur le fait qu'elle était l'héritière légitime. Célina a continué à poursuivre la sainte jeune fille Ariel, si le mariage avait lieu, cela garantirait le droit d'Aron d'hériter du trône. Jusqu'à un certain point, ce n'était pas un gros problème, de nombreux autres ducs avaient entendu parler du mauvais comportement de Célina. Lucas est aussi au courant de tout le monde se tait car Ariel ne veut pas attirer l'attention des commérages.
Selon le chevalier, Célina est totalement inadaptée au rôle de duchesse. Lucas remarque que la jeune fille a l'air étonnamment calme aujourd'hui. L'homme pense qu'avant de perdre la mémoire, la duchesse aurait déjà crié et exigé que tous ses buissons soient réduits en cendres. Avec regret, Lucas pense qu'il vaudrait mieux que la mémoire de Célina ne revienne pas du tout. La jeune fille examine attentivement le visage de l'homme et le remercie pour l'aide apportée. Célina se souvient que Lucas est celui qui est tombé amoureux d'Ariel dans l'histoire. En hiver, le jour du 19e anniversaire de Célina, Ariel attendait Aaron et tomba dans le piège du méchant, affronta un terrible rhume, mais Lucas la sauva. Aaron a défendu sa sœur, à cause de cela, Ariel a rompu les fiançailles et est tombé amoureux de Lucas après un certain temps, mais les sentiments ne s'étaient pas encore enflammés. La jeune fille pense qu'elle a encore le temps de réparer quelque chose et de changer l'attitude du chevalier envers Célina. La jeune fille se penche vers Lord Lucas et dit doucement que s'il l'aime bien, ils pourraient bien devenir amis. L'héroïne pense que si l'honorable et distinguée cavalière de la famille ducale pleure lors de ses funérailles, alors elle a pleinement fait face à la tâche. La fille doit faire tous les efforts pour se lier d'amitié avec le Seigneur, puis il viendra à ses funérailles. Après avoir réfléchi une seconde, le chevalier dit qu'il est vraiment désolé, mais qu'ils ne peuvent pas devenir amis. Réalisant que toutes ces tentatives ne mènent nulle part, dit tristement qu'on ne peut rien y faire. S'apprêtant à partir, la jeune fille se retourne et dit que de toute façon, elle continuera à vouloir ça. La petite Erin n'a jamais eu d'amis, ses parents ne lui ont pas permis de s'en faire. La jeune fille devait consacrer tout son temps à s'occuper de sa sœur. On a toujours dit à Erin que si elle voulait un papa et une maman, elle devait faire ce qu'ils disaient, sinon elle serait expulsée de la famille. La jeune fille se rend compte avec tristesse que dans son esprit, elle appelle toujours ces personnes ses parents. Célina se dirige vers la maison et ne comprend pas comment elle a eu le courage de demander à sœur Lucas de devenir son amie. Enfant, Erin jouait souvent à des jeux informatiques en secret avec ses parents. Il y avait un jeu populaire parmi les camarades de classe de la jeune fille, dont ils discutaient constamment. Erin n'en savait rien, mais elle a commencé à y jouer avec enthousiasme et a immédiatement rencontré un monstre puissant. Dès la première attaque du monstre, le personnage d'Erin a été tué. La fille a éteint l'ordinateur en silence et n'a plus jamais joué à ce jeu. En montant à la chapelle, Célina pense qu'elle éprouve désormais un sentiment similaire, comme si elle s'était complètement refroidie. La jeune fille abandonne désespérée et demande pardon à la vraie Célina de ne pas pouvoir répondre à sa demande. Erin est sûre qu'elle ne pourra pas vraiment faire pleurer les gens lors des funérailles de Célina. La fille pense que dans sa vie passée, elle ne pouvait rien faire et que dans cette vie, elle ne pourrait rien faire. Il y a au moins une chose qu'Erin peut faire pour Célina, mourir avant qu'elle ne se retrouve seule. Perdue dans ses pensées désespérées, la jeune fille prend une décision et s'approche du bord. La vraie Célina fait partie de la famille ducale et au moins maintenant, elle est soignée et aimée. Ces personnes ne lui ont pas encore tourné le dos et pleureront sincèrement leur fille et leur sœur. Cette fois, la décision est également assez difficile, mais elle ne voit pas d'autre issue. Après être restée un peu plus longtemps, la jeune fille se décide et fait à nouveau le dernier pas dans l'abîme, choisissant la mort. Lord Lucas marche lentement le long du chemin, les pensées selon lesquelles quelque chose ne va clairement pas chez la duchesse le hantent. Le chevalier estime que des pertes de mémoire peuvent expliquer les changements dans son comportement, et d'ailleurs, elle n'a pas quitté sa chambre depuis plusieurs jours. Lucas se demande pourquoi la méchante Célina a soudainement voulu être amie avec lui. L'homme connaît bien le caractère de la jeune fille, un tel comportement n'est pas du tout dans son style, d'une manière ou d'une autre, elle a réagi de manière trop négligente à son refus. En passant devant un haut clocher, Lucas y jette un coup d'œil et remarque un étrange mouvement au sommet. Le chevalier va plus loin et pense qu'il a un mauvais pressentiment, il lui semble qu'il lui manque quelque chose d'important. Soudain, Lucas se rend compte que Célina avait l'air indifférente et sans vie et se dirigea droit vers le clocher. L'homme se lève soudainement et monte les escaliers aussi vite qu'il le peut. Apercevant Célina au bord, prête à faire son dernier pas, Lucas, par miracle, parvient à saisir la main de la jeune fille au tout dernier moment. De toutes ses forces, le chevalier tire la main de Célina, la serrant fermement contre lui, l'éloigne du bord du clocher. L'homme est tellement étonné par l'acte de Célina que, sentant sa proximité, il lâche brusquement la jeune fille et elle tombe au sol. Célina regarde le seigneur avec un regard indifférent et lui demande pourquoi il la suivait. Lucas réalise exactement ce que Célina allait faire et que s'il était en retard ne serait-ce qu'une minute, elle ne serait plus en vie. L'homme s'agenouille et demande doucement à la jeune fille si elle a décidé de sauter parce qu'il a refusé son amitié. La jeune fille reste silencieuse, perdue dans ses pensées, mais Lucas a besoin d'entendre la réponse. En regardant l'homme, pense que c'est un gars vraiment bien. La jeune fille pense que par son action, elle peut soumettre le chevalier à un sérieux sentiment de culpabilité pour avoir contribué à son suicide. Réalisant qu'elle ne peut pas rejeter toute la faute sur l'homme,
Célina déclare définitivement qu'il n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Lucas demande avec perplexité pourquoi elle a décidé de sauter du toit. Célina comprend que Lucas ne la laissera pas tranquille et devra quand même répondre à quelque chose. La jeune fille, invoquant une perte de mémoire, demande s'ils étaient si proches avant qu'ils parlent maintenant de tels sujets. Célina dit que son désir de sauter du toit immédiatement après leur conversation n'est qu'un malentendu et demande à l'homme de partir. Lucas est abasourdi par le comportement de la jeune fille, craignant qu'elle réessaie dès son départ. La jeune fille répond ironiquement qu'essayer de se suicider 2 fois par jour est trop. Célina comprend clairement que décider de mourir est la décision la plus difficile qu'une personne puisse prendre. Boitant visiblement après une chute inattendue au sol, la jeune fille s'approche des escaliers et se rend compte qu'il sera très difficile de descendre. Lucas, remarquant le problème de la jeune fille, la prend dans ses bras, avec l'intention de l'aider au moins avec cela. En descendant les escaliers avec Célina dans ses bras, l'homme demande à la jeune fille de ne plus gravir ce clocher. Après avoir livré la duchesse dans ses appartements, Lucas raconte à regret ce qui s'est passé aux parents de la jeune fille, qui sont tout simplement horrifiés par ce qui s'est passé. Soudain, le duc Howard tombe malade et manque de tomber, rattrapé à temps par Lucas et son fils. Le père bouleversé tient son cœur, mais assure aux jeunes hommes qu'il ira bien. Le duc s'approche du lit de Célina, il est désespéré que sa fille unique puisse faire une telle démarche. La servante de la duchesse se tient sous la porte et écoute avec intérêt ce qui se passe. Le médecin demande à la jeune fille qui s'est réveillée du sommeil ce qui la dérange. Réalisant que Célina ne se plaint pas de sa santé physique, il demande gentiment pourquoi la jeune fille a décidé de sauter du toit. Ne sachant pas comment expliquer au médecin la véritable raison de son geste, la jeune fille répond simplement que tout est trop gênant. Après avoir fait part de ses inquiétudes aux parents de la jeune fille, le médecin déclare que la santé physique de la jeune fille est en parfait état. L'homme continue en disant que la fille a l'air inquiète et qu'elle a peut-être besoin de changer de décor. Discutant de l'état de leur fille avec les ducs, le médecin affirme que le stress et la fatigue ont grandement affecté la jeune fille. Perte de mémoire combinée à une insuffisance émotionnelle accumulée chez la jeune fille. Tout ce que les proches de Célina peuvent faire, c'est lui laisser le temps de récupérer, si possible, ne pas la laisser seule. Le duc Howard se tourne vers Lucas et lui demande de s'occuper de Célina. Aaron n'a pas de visage, il aime sincèrement sa sœur et vit mal ce qui lui est arrivé. Comme son père, demande à Lucas de faire tout son possible pour assurer la sécurité de Célina. Le jeune homme se sent coupable et estime qu'il est en partie responsable de ce qui est arrivé à Célina. Lucas se souvient qu'à une certaine époque, le duc et la duchesse traitaient le garçon, du même âge qu'Aaron, comme un fils et lui donnaient une chambre dans le château. En regardant le jeune duc, Lucas pense qu'il est son frère juré, plus qu'un simple ami, il sait donc à quel point sa sœur est chère à Aaron. Mais malgré les sentiments de son frère, Célina déteste vraiment le jeune homme. Lucas se sent responsable de la famille duc, qui lui est devenue vraiment chère, il doit donc les aider et être là pour eux. La servante de Célina est toujours à proximité, ne laissant jamais la jeune fille seule. La jeune fille lui demande constamment de partir, elle ne comprend pas encore comment se comporter avec le jeune homme. Mais le majordome dit que sur ordre de ses parents, il lui est interdit de laisser la fille seule. Célina comprend qu'à cause de l'action d'hier, ses problèmes n'ont fait qu'augmenter. La jeune fille a vraiment peur qu'Eden la tue pendant qu'elle dort. Célina dit avec irritation qu'apparemment le jeune homme ne comprend pas le sens du mot s'en aller. En colère, la jeune fille remarque que les jambes d'Eden doivent déjà être engourdies à force de rester constamment debout et lui dit de s'asseoir quelque part. Eden, ne comprenant pas ce qui arrive à sa maîtresse, répond avec peur qu'il n'est pas fatigué du tout. Célina explose en disant que, contrairement à lui, elle en a assez d'être constamment regardée. Se tournant vers le mur, Célina se rend compte que ce monde est terriblement ennuyeux. Il n'y a pas de livres intéressants, pas d'internet et pour écouter de la musique, il faut faire venir un orchestre dans la salle. Soudain, la jeune fille a semblé se ressaisir et a décidé que si tout le monde élaborait un plan pour la sauver, alors elle devait élaborer un plan pour mourir. La mort ne devrait pas être une sorte de mort pitoyable, cela devrait être quelque chose qu'elle et la vraie Célina aimeraient. Eden regarde tristement la maîtresse endormie, que s'est-il passé pour qu'elle ait changé si radicalement son attitude à son égard? Le lendemain matin, malgré le beau temps, Célina est à nouveau maussade et pense que la réalité qui l'entoure est terrible. La jeune fille remarque que, comme auparavant, Eden est toujours assis sur une chaise non loin de son lit. Lucas visite chaque jour la chambre de la jeune fille comme s'il s'agissait de sa propre maison, ce qui irrite aussi beaucoup la duchesse. Célina s'assied sur le lit et déclare qu'elle veut sortir, les deux hommes annoncent immédiatement qu'ils l'accompagneront. La jeune fille se promène dans le parc, sentant dans son dos que les escortes ne s'éloignent pas d'elle. Célina pensait que si elle se comportait tranquillement, tout le monde la laisserait tranquille, mais 5 jours se sont écoulés et il n'y a eu aucun changement. Durant ces 5 jours,
les parents venaient chaque jour dans la chambre de leur fille et pleuraient. Célina rencontre Aaron, qui est également allé se promener. La jeune fille sait que son frère s'inquiète sincèrement pour elle, mais connaissant le caractère de la vraie Célina, elle préfère ne rien dire. Durant ces 5 jours, Aaron essaya de rester hors de vue de la jeune fille pour ne pas la déranger. Célina invite son frère à se promener avec elle dans le jardin. Bien que surpris, accepte volontiers. Célina se tourne vers ceux qui l'accompagnent et dit qu'elle et son frère iront plus loin. Voyant l'indécision des hommes, Aaron dit qu'il s'occupera de sa sœur et qu'ils pourront retourner au château. La jeune fille se demande comment se sent son frère car il a l'air fatigué. Aaron assure à Célina qu'il va bien et se demande si elle a retrouvé la mémoire. La sœur dit que sa mémoire commence lentement à revenir, la jeune fille se souvient clairement de nombreux moments. S'arrêtant brusquement, Célina dit qu'elle se souvient bien de sa haine envers son frère. Complètement inattendu pour Aaron, Célina lui demande pardon d'avoir de tels sentiments pour son frère. Aaron est abasourdi, il est tellement confus qu'il ne peut pas prononcer un mot. La jeune fille s'incline humblement devant le jeune homme et lui demande pardon pour toutes les mauvaises choses qu'elle lui a faites auparavant. Aaron admet honnêtement que tout cela est trop soudain pour lui, c'est tellement différent de Célina. Le jeune homme accepte les excuses de sa sœur et la remercie joyeusement. Célina va plus loin et demande à son frère combien de temps Eden et Lucas garderont un œil sur elle. Le frère répond honnêtement que jusqu'à ce que la fille se rétablisse complètement, elle devra supporter une telle attention. Célina dit à Aaron qu'elle a une demande inattendue pour lui. Le duc et la duchesse de Howitt sont choqués après qu'Aaron leur ait fait part du désir de Célina de rencontrer la sainte jeune fille Ariel. Les parents doutent que ce soit une bonne idée après tout ce que Célina a fait, même malgré la perte de mémoire. Mais le fils raconte avec quelle sincérité sa sœur lui a présenté ses excuses et est sûr que tout ira bien. De plus, bien que partiellement, la mémoire de Célina revient progressivement. Les parents finissent par accepter, mais demandent à Aaron d'être présent à la réunion. Dans la serre, Célina et la jeune fille Ariel boivent du thé dans une atmosphère calme. Ariel Francry, la sainte jeune fille de l'Empire, l'amante d'Aaron, ressemble vraiment à une héroïne dans la vraie vie. Célina remarque que le frère et la jeune fille semblent très harmonieux ensemble, ils ont même des visages similaires, c'est probablement le destin. Au lieu de faire du frère un héros, l'auteur du roman fait tomber l'héroïne amoureuse de son meilleur ami, pourquoi tout est-il si injuste? La jeune fille comprend que les jeunes, compte tenu de leur passé, sont très mal à l'aise en sa présence. Soudain, la duchesse se lève, s'incline et s'excuse du fond du cœur pour tous ces actes terribles. La Vierge Ariel est simplement choquée que la duchesse s'incline devant elle et demande à la jeune fille de relever rapidement la tête. Célina promet qu'elle ne fera plus jamais quelque chose de pareil et elle bénit également le couple. La duchesse admet qu'après avoir frôlé la mort, elle a commencé à penser la vie humaine d'une nouvelle manière. Ariel est gênée par les paroles de la jeune fille, regarde avec peur son fiancé, qui la regarde avec confiance, et remercie Célina. Dans le château, le majordome en chef demande avec sympathie à Eden combien il reçoit de sa maîtresse. Le gars admet qu'après la tragédie et la perte de mémoire, Lady Célina semblait être devenue une personne différente. L'une des servantes se demande comment il est possible de changer autant de choses simplement en perdant la mémoire. Peut-être que la dame souffre d'un trouble psychologique. Eden se rend compte que cela pourrait très bien être dû au fait que la maîtresse se comporte de manière très étrange. Célina s'allonge sur le lit et pense que le mariage de son frère aura lieu très bientôt. Dans le roman, le couple s'est séparé sans se marier, mais la jeune fille espère qu'après des excuses, l'intrigue changera et que le couple se mariera toujours. Célina se souvient qu'après le thé et une conversation franche, les deux maisons se sont mises d'accord sur le jour du mariage. Lucas entre dans la pièce et demande avec enthousiasme si la duchesse a vraiment envie de passer une si belle journée au lit. La jeune fille répond sarcastiquement qu'elle est plus en sécurité au lit. Lucas note que Célina a besoin d'être au soleil plus souvent, la fille rétorque que si vous ouvrez les rideaux, vous pourrez alors bronzer au lit. Soudain, Sœur Lucas explose et se met à crier fort d'une voix inhumaine. De manière tout aussi inattendue, le seigneur se tait et lui demande calmement de lui pardonner son éclat, il s'inquiète beaucoup pour la santé de la duchesse. Célina se souvient du livre, Lua est un trompeur expérimenté, en public il prétend être un gentleman de bonne humeur, mais en réalité il est très calculateur. La jeune fille comprend que si elle ne se lève pas, cette performance ne finira pas, elle en a déjà assez vu. Célina se rend compte avec horreur qu'en raison des nombreux jours passés au lit, ses jambes ne peuvent tout simplement pas la soutenir, mais elle ne peut pas demander de l'aide au seigneur. La jeune fille appelle son serviteur et lui demande de l'aider. La duchesse s'empressa de se relever sans attendre Eden et tomba au sol. Eden se précipite au secours de la maîtresse,
la soulève avec précaution et lui demande si tout va bien. La jeune fille regarde le jeune homme et pense qu'il est aussi acteur, il ne croit pas non plus qu'il s'inquiète sincèrement pour elle. La jeune fille regarde attentivement le serviteur et demande soudain quel est son nom. Célina a atteint son objectif, le jeune homme se sent complètement confus et anxieux. La compagnie sort dans le jardin, les deux jeunes hommes soutiennent soigneusement les mains de la jeune fille. Soudain, la duchesse réalise que les deux hommes qui marchent à côté d'elle sont incroyablement beaux. Lucas a les cheveux argentés et les yeux violets, ainsi que des traits du visage parfaits, il ressemble à Apollon. Les hommes étaient décrits comme beaux dans le roman, et maintenant la jeune fille pouvait le constater par elle-même. Eden est un blond aux yeux verts dont les cheveux sont si dorés que c'est ennuyeux. Mais Célina a remarqué que ces derniers temps, Eden avait souvent l'air bouleversé et sombre. Pendant tout ce temps, le domestique pense que sa maîtresse a même oublié son nom. La compagnie se promène tranquillement dans le jardin, Sir Lucas remarque que la duchesse a besoin de plus d'activité physique. Le mariage d'Aaron approche bientôt et si la dame se montre si pâle, cela inquiétera les invités. Célina répond avec indifférence qu'elle va commencer à se promener plus souvent. Le chevalier ne s'arrête pas là et déclare que la duchesse doit manger assise à table, et non couchée. Célina retire brusquement sa main et dit à Lucas que son travail est terminé, elle va bientôt retourner dans sa chambre. Avec irritation, la jeune fille conseille à Lucas de terminer sa prestation, elle remarque tout et n'est pas très contente. Célina se retourne dans sa chambre, bras dessus bras dessous avec Eden. Lucas pense avec un sourire qu'ayant perdu la mémoire, la jeune fille a beaucoup changé et son regard pénétrant est devenu encore plus aiguisé qu'avant. Le Seigneur comprend qu'il est si curieux de ce qui se passe que même si on ne le lui avait pas demandé, il continuerait quand même à suivre Célina. Assise dans la serre autour d'un thé, la duchesse s'adresse à son serviteur. La fille demande pourquoi il est si nerveux qu'il ne mange même pas. Aidan, ne sachant pas que toutes les émotions sont inscrites sur son visage, essaie de tout nier et de convaincre sa maîtresse que tout va bien pour lui. Célina rapporte calmement qu'elle décide désormais de marcher et de manger uniquement en compagnie du jeune homme, car elle est dégoûtée par le reste. Le jeune homme est confus et dit que, contrairement à leur Lucas, il n'a pas la force de protéger la duchesse si quelque chose arrive. Célina dit qu'Eden peut toujours utiliser la magie. La jeune fille voit tout clairement sur le visage du jeune homme et comprend qu'elle en a trop dit. Eden dit faussement qu'il ne sait pas de quoi il parle. Changeant de sujet, Célina tend au jeune homme un morceau de gâteau aux fraises et lui propose à manger, car il aime tellement les sucreries. Le jeune homme, confus, demande à la jeune fille la permission de lui poser une question. Eden demande comment la dame sait qu'il aime les sucreries s'il ne se souvient même pas de son nom. Célina répond calmement qu'elle a remarqué comment les domestiques de la maison, auxquels Eden tient tant, lui apportent des gâteaux à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Il était écrit dans le livre que le malheureux serviteur avait peur d'être à nouveau jeté dans le froid et s'accrochait de toutes ses forces à la maison des ducs. Chaque fois que la dame se moquait de lui, les domestiques de la maison ducale avaient pitié de lui. Des friandises de grande qualité provenant de la table des aristocrates ont été partagées avec le jeune homme. La jeune fille goûte un morceau de gâteau au chocolat et se fige soudain avec une expression étrange sur le visage. Le jeune homme demande avec effroi à sa maîtresse quel est le problème. Célina se souvient qu'elle a essayé le gâteau une fois dans sa vie, lorsqu'elle a rendu visite à sa sœur à l'hôpital et qu'elle a partagé le gâteau. La fille a mangé le gâteau non pas parce qu'elle l'aimait, mais parce que sa sœur l'aimait. La jeune fille se rend compte avec tristesse que dans toute sa courte vie réelle, elle n'est jamais devenue elle-même, avec ses propres goûts et habitudes. Eden est alarmé, il demande encore et encore ce qui est arrivé à la dame, elle est devenue si pâle. Célina dit à voix basse qu'elle déteste les gâteaux au chocolat. Le jeune homme se précipite immédiatement chez la maîtresse pour lui prendre le gâteau détesté. Le jeune homme rapproche silencieusement sa part de gâteau aux fraises de la jeune fille et prend celle au chocolat. Le domestique regarde sa maîtresse avec tristesse, il ne comprend pas pourquoi son humeur change si souvent, parfois elle le regarde si étrangement. Eden pense que depuis que la maîtresse s'est réveillée, elle semble avoir quitté ce monde, elle ressemble à une enfant en deuil. La duchesse, après avoir goûté le gâteau aux fraises, dit que c'est le plus délicieux qu'elle ait jamais goûté. Eden dit doucement que s'ils apportent à sa maîtresse des gâteaux qu'elle ne veut pas manger, elle devrait l'appeler, il se fera un plaisir de l'aider. La femme de chambre ouvre les rideaux, laissant entrer la lumière du soleil, et dit à haute voix qu'il est temps pour la dame de se réveiller. La jeune fille ouvre difficilement les yeux, se lever à 6 heures du matin ne faisait pas partie de ses projets. Mais la servante dit qu'aujourd'hui c'est le jour du mariage d'Aaron et qu'ils ont très peu de temps. Allongée dans le bain, réfléchit distraitement que cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps pour se préparer. Après plusieurs heures de procédures interminables, la duchesse se rend compte qu'elle s'est largement trompée sur ce point. Les jeunes mariés ont décidé de célébrer la cérémonie de mariage non pas dans le palais impérial, mais dans les salles du domaine ducal, ce qui a causé beaucoup de problèmes à tout le monde.
Eden entre dans la pièce à bout de souffle et dit qu'il a apporté des bijoux oubliés. La duchesse est assise sur une chaise, vêtue d'une robe entr'ouverte et se prépare activement pour la cérémonie. Eden regarde sa maîtresse et ne peut détourner le regard. Puis la servante court vers le domestique et lui dit que les bijoux ont été livrés juste à temps. Étant le serviteur de la maîtresse, Eden est entré plus d'une fois dans les appartements de la maîtresse, mais ne l'a jamais vu changer de vêtements, ce qui a grandement embarrassé le jeune homme. Célina est déjà épuisée, et les servantes ne sont toujours pas loin derrière et demandent à choisir une robe. La fille, sans regarder, choisit celle de gauche. Maintenant que les servantes insistent pour choisir des chaussures, la duchesse choisit à nouveau celle de gauche sans regarder. C'est vraiment fatigant, la fille ne s'est jamais habillée comme ça auparavant, et bien sûr elle ne sait pas choisir parmi l'abondance de tout. Finalement, la jeune fille se regarde dans le miroir et ne reconnaît pas cette belle inconnue. Célina pense qu'elle ne s'habituera jamais au visage de quelqu'un d'autre, mais en même temps, son propre visage a été complètement effacé de sa mémoire. La jeune fille se demande à quoi ressemblait habituellement le visage de la vraie Célina. La jeune fille essaie de sourire mystérieusement, mais la grimace qui apparaît lui fait peur. À en juger par la réaction des femmes de chambre, il ne faut pas grimacer quand il y a autant de monde autour. Soudain, Lord Lucas apparaît dans la pièce de manière complètement silencieuse et inaperçue. Célina constate avec mécontentement qu'en fait, dans les maisons décentes, il est d'usage de frapper avant d'entrer. La duchesse se souvient que lors de sa dernière promenade, elle avait tenté de dire à Lucas qu'elle n'avait pas besoin qu'il l'accompagne au mariage. Mais le chevalier répondit obstinément que, malgré ses paroles et ses allusions, il voulait être avec elle. La jeune fille a dit qu'elle ne voulait pas cela, mais en réponse, elle a entendu dire qu'elle n'avait pas le choix. Célina pense qu'au moins Lucas a arrêté de faire semblant d'être un gentleman, chaque fois qu'au cours d'une promenade il surgit de nulle part et se comporte de manière odieuse et intrusive. Finalement, la servante dit que la maîtresse est tout à fait prête à sortir. Célina se regarde dans le miroir, il n'y a rien à redire, le reflet est vraiment parfait. La jeune fille, satisfaite de son apparence, remercie sincèrement les servantes pour leurs efforts. Les filles quittent les appartements de la duchesse perplexe, discutant tranquillement du fait que c'est la première fois que la dame les félicite et les remercie. Célina demande sarcastiquement à Lucas pourquoi il est venu, car il est évident qu'elle ne sortira pas aujourd'hui. Le seigneur répond poliment qu'il est venu sans prévenir et demande la permission d'accompagner sa dame au mariage. Célina révèle froidement qu'elle n'a pas besoin que Lucas l'accompagne, elle allait le demander à Eden. Lucas dit qu'Eden n'est qu'un serviteur et que si la maîtresse ne l'accompagne que, cela fera mauvaise impression sur le public. Célina comprend avec colère ce que signifie l'inégalité sociale, Eden est toujours laissé pour compte lors des promenades. Pendant les pauses, le jeune homme regarde simplement tout, debout devant la fenêtre. Et parfois il s'éloigne complètement pour ne pas gêner ni déranger les maîtres. Le jeune homme n'est pas non plus autorisé à se rendre là où se rassemblent les aristocrates. La jeune fille dit avec colère que traiter les personnes de moindre naissance comme des déchets est tout simplement inacceptable. Soudain, Célina comprend la gêne de la situation, essayant de la corriger, dit qu'elle ne parle pas de Lucas mais d'aristocrates. Sœur Lucas répond que lui et la duchesse elle-même sont des aristocrates, au cas où elle l'aurait oublié. Célina dit froidement que si Lucas en a fini avec ses affaires, il peut partir. La fille dit qu'elle a encore des choses à faire avant le mariage, et si ce n'est pas difficile pour le chevalier, alors il pourrait appeler Eden. Lucas ouvre la porte et les informe que ce n'est pas nécessaire puisqu'Eden est resté devant la porte tout le temps. Les paroles de la duchesse ont profondément affecté Eden. Lorsqu'il était enfant, il se souvenait très bien de ce que c'était que de se sentir comme un déchet. La gentillesse, la chaleur, l'espoir pour les enfants des rues n'étaient que des mots tirés d'un conte de fées pour enfants. La dame qui apparut devant le garçon était comme un rayon de lumière. Cette année-là, l'hiver était si rigoureux que de nombreux enfants moururent tout simplement de froid. En serrant la main tendue, Eden espérait pouvoir vivre un peu plus longtemps. Le clochard espérait que cette belle fille l'emmènerait dans un monde semblable à un conte de fées pour enfants, mais l'illusion fut détruite en un instant. Le garçon était destiné à devenir le serviteur personnel de la maîtresse. En réalité, il ne servait que de paratonnerre à sa colère. Lors de la première rencontre, la jeune fille lui a si sincèrement tendu la main, puis a commencé à dire qu'il ne devait obéir qu'à elle. En grandissant, le jeune Aaron a toujours montré son meilleur côté en tant qu'héritier de la famille ducale. Captivé par des sentiments d'envie, ne pouvait plus cacher son caractère cruel. La fille a toujours blâmé Eden pour tous ses échecs, le traitant d'inutile. En colère, Célina a crié qu'elle avait hébergé le garçon malgré tout et qu'il devait simplement lui être utile d'une manière ou d'une autre. Le garçon a fait de son mieux, il a supplié la dame de lui dire quoi faire et il ferait tout. Un jour, Célina a ordonné à Eden de découvrir sur quel manuel Aaron étudierait, de voler les livres et de les lui apporter, dans l'espoir que cela l'aiderait à mieux performer lors d'un dîner de famille.
Eden ne comprend sincèrement pas comment il peut faire cela sans attirer les foudres de toute la famille ducale. La fille pousse le mec de toutes ses forces et crie qu'elle ferait mieux de ne pas ramasser cette foutue racaille. La jeune fille continue de rager, criant qu'Eden n'est qu'un déchet, qui n'est même pas capable de servir du thé. C'était humiliant et insupportable pour le garçon d'endurer des insultes et des coups jour après jour. Mais Eden comprit que sans la maîtresse, il serait resté longtemps allongé au bord de la route, mort de froid. Le garçon se persuade d'endurer et d'être heureux d'avoir un lit et que les vents d'hiver ne le toucheront pas. À 17 ans, le jeune homme pensa soudain que sa vie actuelle n'était pas très différente de l'époque où il mendiait dans la rue. On apprit que M. Aron obtiendrait son diplôme de l'académie en tant que meilleur élève, et la dame, dans un accès de colère, déchira la pièce. Une grande et lourde boîte à bijoux vole vers la tête d'Eden. La boîte brise la tête du jeune homme, mais au début il ne remarque même pas à quel point le sang coule sur son visage. Célina est horrifiée de voir le sang, Eden le convainc que tout va bien pour lui, mais la maîtresse ne se calme pas. Le jeune homme dit qu'il va maintenant envoyer quelqu'un d'autre et s'enfuit de la pièce. Une fois dans sa chambre, Eden se rend compte que quelque chose s'est brisé en lui, il est empli d'un désir insatiable de tuer sa maîtresse. Le jeune homme était envahi d'une rage insupportable pour toutes les humiliations qu'il avait endurées pendant tant d'années. Soudain, Eden s'est mis à pleurer avec sa colère, et pour la première fois de sa vie, il a pleuré. Le jeune homme éprouva un sentiment amer d'avoir été trahi, même s'il comprit à quel point c'était stupide. Une lueur magique apparut autour du serviteur, d'abord imperceptible, puis de plus en plus brillante. Le jeune homme regarda avec surprise la boule magique, qui obéissait au moindre mouvement de sa main. Eden se rend compte que son cri désespéré s'est soudainement transformé en magie. Le gars se demande si le sang des magiciens coule dans ses veines, alors s'il doit utiliser ce pouvoir contre sa maîtresse. Eden se demande avec intérêt quelle sera la réaction de Célina face au fait que son serviteur inutile possède des pouvoirs magiques. La raison prend le pas sur les émotions et le gars décide de garder secrète pour l'instant sa capacité à utiliser un don magique. Le jeune homme envisage de visiter la tour du sorcier, dans l'espoir d'y être accepté. Eden pense que s'il agit de manière imprudente, il pourrait être expulsé de la maison ducale, alors il décide d'agir de manière pragmatique. Le gars décide de cacher son pouvoir magique et de le supporter davantage, comme il l'a fait jusqu'à présent. Après l'incident, l'attitude de la maîtresse est devenue un peu plus douce, mais cela a rendu le cœur du jeune homme lourd. Eden se souvient des paroles de Célina selon lesquelles il ne fallait pas traiter les gens comme des détritus. En regardant la fille, le gars pense que même si elle a perdu la mémoire, c'est tout simplement drôle d'entendre de tels mots de sa part, elle prépare probablement quelque chose. En arrivant chez son frère, Célina tombe à nouveau à genoux devant lui, ce qui met Aron mal à l'aise. La duchesse demande sincèrement pardon, elle est sûre qu'elle devra longtemps expier toutes ses actions passées. Célina a décidé de venir tôt et de féliciter son frère pour un événement aussi important avant le début de la cérémonie. Aron est ému aux larmes, il aime sa sœur et les changements survenus en elle résonnent dans son âme. Eden se demande ce que faisait la dame, d'abord elle est allée voir Dame Ariel, maintenant elle est venue voir son frère. En se dirigeant vers les appartements des ducs, Célina pense tristement que leur amour et leurs soins sincères sont destinés à la vraie Célina, et non à elle. Quel choc ce sera pour les parents de découvrir que la jeune fille n'est pas leur fille, mais un inconnu qui a emprunté son corps. Célina frappe à la porte, pensant que peu importe à quel point elle veut éviter la réunion, elle doit remplir son devoir envers eux. La mère qui ouvre la porte serre fort la fille dans ses bras, elle est si heureuse que Célina leur rende enfin visite. Le père est heureux que sa fille ait décidé de les féliciter avant la cérémonie, c'est le plus beau jour de leur vie. La jeune fille est très touchée par les gestes de convivialité et les paroles chaleureuses de salutation, elle aurait tellement voulu recevoir tout cela dans une vie antérieure. Célina se dit que ce couple ne veut pas voir elle, mais leur fille, et bien que ce soit la nouvelle vie de la jeune fille, leur amour ne lui appartient pas. La jeune fille se précipite dans les bras de sa mère et remercie sincèrement ses parents d'avoir pris soin d'elle. La mère comprend avec tendresse qu'à la veille du mariage de son frère, la plus jeune fille a enfin grandi elle aussi. La jeune fille est étonnée de voir à quel point cette famille est merveilleuse et se demande avec perplexité ce qui a tellement manqué à Célina qu'elle a tout gâché. En marchant dans le couloir, la duchesse se tourne vers Eden et lui demande soudain s'il est vrai qu'elle l'a rencontré pour la première fois battu sur une route sombre. Eden ne comprend pas très bien sur quoi portent ces questions, mais il est heureux que la mémoire de la maîtresse revienne. Célina dit doucement qu'elle lui a jeté une boîte et que le jeune homme a commencé à saigner. Réalisant toutes les horreurs commises par son prédécesseur, la jeune fille réalise avec désespoir qu'elle n'a pas sa place ici. Célina se retourne brusquement et se précipite en avant, Eden n'a pas le temps de dire un mot. En courant vers les escaliers, la jeune fille pense qu'elle ne veut pas s'accrocher à de vains espoirs dans un monde auquel elle ne s'habituera pas. Eden a essayé de rattraper la maîtresse, mais a couru trop tard vers les escaliers.
Réalisant que Célina a décidé de réitérer sa tentative de mourir, le jeune homme crie pour tenter de l'arrêter. Le gars se précipite après lui de toutes ses forces, essayant de saisir la main de la fille. Alors que Célina tombe, elle est surprise de remarquer que malgré les futures tentatives d'Eden pour la tuer, il a maintenant l'air terriblement attristé. La jeune fille a accepté son sort, mais au lieu d'être frappée, elle ressent une étrange sensation de flotter. Eden, utilisant son pouvoir magique secret, empêche la jeune fille de tomber. Après avoir pris la duchesse dans ses bras, le gars la descend soigneusement au sol. Le jeune homme veut demander si tout va bien avec la maîtresse, mais elle ne le laisse pas finir, se couvrant la bouche avec sa main. Célina demande avec perplexité pourquoi Eden a décidé de la sauver. Des servantes surgissent de tous côtés et demandent avec horreur ce qui est arrivé à la maîtresse. En regardant sa servante, Célina explique qu'elle avait des vertiges, mais Eden l'a rattrapée à temps. Dans sa chambre, la duchesse remarque que lorsque le jeune homme l'a sauvée, il a utilisé la magie. Au lieu de répondre, Eden appelle les servantes pour aider la maîtresse à nettoyer, et il s'enfuit. Le jeune homme lui-même ne comprend pas pourquoi il a sauvé Célina, car elle a toujours vécu en se livrant à ses caprices. La dame n'a fait que se moquer et humilier le gars, mais il n'a jamais vraiment voulu la tuer. À un moment désespéré de sa vie, la jeune fille a donné un coup de main au garçon et il ne pourra jamais l'oublier, quoi qu'il arrive. Eden court dans la chambre de la maîtresse avec l'intention de lui faire part de toutes ses pensées. À ce moment, Lucas entre dans la pièce et dit qu'il doit accompagner la dame car la cérémonie est sur le point de commencer. Le seigneur remarque que les cheveux de Célina sont ébouriffés et dit à Eden d'appeler les servantes. Lucas remarque avec méfiance qu'il se passe quelque chose entre la servante et la maîtresse. Les invités continuent d'arriver, l'orchestre joue une musique merveilleuse et les tables sont remplies de friandises. Lucas conduit Célina à la table où est assise la famille et invite la duchesse à s'asseoir. Le majordome en chef annonce que les jeunes mariés vont désormais se présenter devant les invités et propose de les saluer par des applaudissements. Le bel Aaron et la Sainte Vierge Ariel apparaissent devant le public et les invités les saluent par de vifs applaudissements. Le jeune duc remarque sa sœur assise à proximité et lui fait signe joyeusement. La jeune fille, plongée dans ses tristes pensées, ne veut pas que son frère lui sourie, car elle n'est plus la même Célina et va bientôt partir de toute façon. Les trompettes commencent à sonner, le champagne coule à flot et la fête commence. Les invités doivent rester longtemps debout pendant la cérémonie. Lucas remarque que la duchesse a l'air fatiguée. Le seigneur, remarquant les filles marchant dans leur direction, s'aperçoit que Célina va bientôt partir et préfère disparaître. La jeune fille tourne la tête et voit une foule de jeunes filles s'approcher d'elle. L'une des jeunes amies salue joyeusement la duchesse et dit avec inquiétude qu'elle a entendu parler de sa mauvaise santé. Célina dit gênée que tout est déjà en ordre, merci pour votre sollicitude. La jeune fille est perplexe, elle a entendu dire que la duchesse avait perdu la mémoire, mais maintenant c'est comme une autre personne devant elle. En regardant Célina confuse, la jeune fille rappelle qu'elle est Vivian Jonas, leur maison vend des vêtements. Soudain, les filles entendent un grand cri et voient une fille brillante et voyante s'approcher d'elle. Célina se souvient qu'il s'agit de la fille des marquis. Dans le roman, elle était la méchante et le bras droit de Célina et a joué un rôle important dans la formation du caractère de la jeune fille. La duchesse s'excuse froidement auprès de Lady Mia Raspel et dit que sa mémoire n'est pas encore revenue. Mia dit avec confiance que sa mémoire reviendra certainement et que la fille se souviendra qu'ils étaient les meilleurs amis. La jeune fille demande doucement à Célina si elle a vraiment perdu la mémoire ou si elle préparait quelque chose d'intéressant. La duchesse dit avec regret qu'ils étaient apparemment très proches avant, mais maintenant elle ne se souvient de rien et elle en est gênée. Horrifiée, demande à ne pas dire cela, car elles étaient comme des sœurs. La marquise est sûre que Célina est méchante par nature et si elle crée la bonne situation, la fille se souviendra certainement de tout. La jeune fille regarde pensivement autour d'elle, remarquant Eden, lui fait signe. Une servante s'approche, la jeune fille s'aperçoit qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps et demande à lui apporter un verre de limonade. En se retournant, Mia fait un clin d'œil joyeux à Célina, mais la jeune fille ne comprend pas pourquoi elle fait cela. Eden tend un verre à la marquise, la jeune fille lui secoue imperceptiblement la main et de la limonade se renverse sur sa robe. Mia commence à crier avec colère contre le serviteur, disant qu'il a ruiné sa robe coûteuse. Le jeune homme demande humblement pardon. La fille est furieuse et déclare que le gars n'a pu vivre si longtemps que grâce à Célina, il doit donc faire son travail parfaitement. Pétrifiée, regarde ce qui se passe, incapable de prononcer un mot. Mia frappe le jeune homme sur l'épaule avec son éventail et lui ordonne de faire ce qu'il doit faire. Se souvenant des pitreries passées des deux méchants, Eden se rend compte qu'en guise de punition, il doit s'agenouiller. Réalisant qu'il n'a pas le choix, le jeune homme plie le genou, demandant pardon pour son erreur. Une main saisit le jeune homme par l'épaule, l'empêchant de s'agenouiller. En se retournant, le gars voit que Madame Célina essaie de le soulever. Le public se fiche d'étonnement,
Mia n'en croit pas ses yeux. Célina dit à Mia que ses oreilles lui font mal à cause du langage grossier de la fille. La duchesse dit qu'aujourd'hui c'est le mariage de son frère, le fils aîné de la famille Howitt, et que la marquise, pour une raison qu'elle ignore, fait du bruit. Mademoiselle Rachapelle tente de se justifier en affirmant que dans cette situation elle est la victime, le jeune homme a renversé de la limonade sur sa robe. Célina dit calmement qu'elle a vu ce qui s'est passé, Eden n'est responsable de rien, Mia a tout organisé exprès. La duchesse propose d'écouter les opinions d'autres dames, si la marquise insiste seule. Toutes les filles commencent à confirmer les propos de Célina, Mia se retrouve toute seule. La marquise se précipite vers la duchesse et la supplie de se rappeler qu'Eden n'a toujours été qu'un jouet pour elle. Mia est surprise de constater que ce que fait Célina maintenant ne lui ressemble pas du tout. La duchesse constate avec une froide indifférence qu'elle ne voit pas la nécessité de se comporter de manière aussi démonstrative. La jeune fille repousse avec force la main de la marquise et déclare que désormais ils ne sont plus amis. Lucas arrive et remarque poliment que la dame n'a pas l'air très bien et qu'ils devraient retourner dans leurs appartements. Célina admet qu'elle voulait vraiment assister au mariage de son frère, mais elle était vraiment fatiguée. Lucas tend poliment la main à la jeune fille et lui propose de l'accompagner. En passant devant Eden, qui était resté silencieux tout ce temps, la maîtresse lui dit de les accompagner. La jeune fille lui tend la main et lui demande pourquoi il est toujours debout. Le jeune homme regarde sa maîtresse avec admiration, la façon dont elle lui a tendu la main lui a rappelé leur première rencontre. Aidan comprend que quoi qu'il arrive, elle restera pour toujours sa maîtresse et il sera son fidèle serviteur. Célina réprimande le jeune homme pour qu'il ne s'agenouille pas, suivant l'exemple de quelqu'un d'autre. Soudain, la duchesse se retourne et déclare publiquement que la robe ridicule et provocante de Mia la fait ressembler à une mandarine. Un instant plus tard, tout le monde se met à rire de la marquise, complètement seule et en colère. Avec colère, la jeune fille ne peut pas croire que la relation qu'elle a si diligemment construite avec la duchesse s'effondre. Le père de la jeune fille regarde silencieusement toute cette scène, se tenant un peu à l'écart. Monsieur Rachapelle dit à ses serviteurs qu'il est temps de rentrer chez eux, la marquise Mia rentrera elle-même. Célina fait à nouveau un rêve étrange sur le véritable propriétaire du corps. La jeune fille ne comprend pas pourquoi Célina fond en larmes si elle était si cruelle auparavant. Célina crie toujours quelque chose dans son sommeil, mais la fille n'entend pas sa voix. Erin demande à Célina d'attendre encore un peu et tout sera fini, elle a mis les choses en ordre dans sa vie du mieux qu'elle a pu. Mais ce corps ne peut pas se calmer, peut-être que lorsqu'Erin suivra Célina, la paix sera pour tout le monde. La jeune fille, épuisée, s'enfouit dans l'oreiller, ses rêves sont incroyablement épuisants. Célina sort dans le jardin et est surprise de constater que l'été arrive, et lorsqu'elle est apparue ici, c'était le printemps. Lord Lucas annonce que si la dame a terminé ses préparatifs, ils peuvent partir. Elle remarque avec inquiétude que la jeune fille est très pâle, Célina explique cela comme un mauvais rêve nocturne. La servante et Eden se demandent s'ils n'ont vraiment pas besoin d'accompagner leur maîtresse lors du voyage. Célina se souvient que grâce à ses parents inquiets, il a été décidé que Lucas l'accompagnerait. Eden est contrarié de ne pas pouvoir accompagner sa maîtresse et lui demande de prendre soin d'elle. Lucas s'approche du jeune homme et lui demande de dire au duc que lui et la dame seront de retour avant la nuit. S'approchant d'Eden de près, le seigneur dit que le jeune homme est comme un livre ouvert et que s'il ne veut pas que tout le monde autour de lui le sache, alors il doit contrôler ses émotions. Lucas conseille au jeune homme d'être prudent, pour l'honneur de sa maîtresse et pour lui-même. Dans la calèche, Célina remarque que le chevalier a une expression étrange sur le visage, on ne sait pas s'il s'amuse ou s'il ne se sent pas bien. Lucas répond étrangement que quelqu'un l'irrite, mais son comportement l'irrite encore plus. Décidant de ne pas approfondir cette question, dit que tout s'arrangera et que Lucas, quoi qu'il arrive, va toujours bien. Une pierre tombe sous la roue de la voiture, la jeune fille est projetée sur le siège et se heurte de manière très visible. Lucas demande une fois de plus anxieusement si tout va bien pour la fille. Célina remarque que presque à chaque fois qu'ils se rencontrent, le seigneur pose cette question. Le chevalier répond en riant qu'à chaque fois qu'ils se rencontrent, la jeune fille ne se sent vraiment pas bien. Célina est complètement perdue, Lucas la serre contre lui et lui demande de reprendre ses esprits. Voyant que la jeune fille va très mal, l'homme décide de l'emmener d'urgence dans un endroit plus calme. La duchesse reprend peu à peu ses esprits et se rend compte que, parmi une grande foule d'étrangers, elle tombe très malade. Lucas met un mouchoir mouillé sur le visage de Célina et dit que c'est pourquoi il interroge la fille sur son bien-être à chaque fois qu'ils se rencontrent. La jeune fille dit au seigneur que récemment il l'appelle simplement par son nom, il a cessé de lui être respectueux. Lucas du roman a toujours impressionné par ses manières idéales, mais pour une raison quelconque, il se familiarise de plus en plus avec Célina. Célina se rend compte que Lord Lucas essaie manifestement de se lier d'amitié avec elle. L'homme est gêné, mais admet ensuite que pourquoi ne pas essayer de devenir amis. La duchesse souhaite trouver un endroit calme, à l'abri des regards humains,
adaptée à ses projets. En marchant tranquillement, la jeune fille remarque une haute tour se dressant un peu au loin. Lucas dit que c'est la seule tour de l'horloge du duché, mais il ne la laissera pas y monter. Célina dit indifféremment qu'elle n'en avait pas l'intention, elle ne pense plus à aucune bêtise. Le seigneur note que la jeune fille mange assez souvent la nourriture des roturiers et que cela le dérange. La jeune fille pense qu'avant de n'avoir pas le choix, elle mangeait tout ce qu'on lui donnait. Soudain, derrière la place où marchaient les jeunes, des cris d'injures se sont fait entendre. Un homme crie après le garçon pour ça. Qu'il a gratté sa voiture et l'a menacé avec une canne. Lucas remarque avec agacement que partout où vous allez, il y a des confrontations partout et invite la duchesse à partir avant qu'encore plus de monde ne se rassemble. La jeune fille n'écoute pas le seigneur, elle demande s'il la défendra si cet homme lui lance sa canne. Le chevalier assure Célina de sa protection, mais se rendant compte qu'elle prépare quelque chose, il tente de l'arrêter. La jeune fille ne peut pas croire qu'elle a été témoin d'un spectacle aussi terrible qui lui rappelle le passé. Célina se souvient de sa première rencontre avec Eden et se rend compte qu'elle ne peut tout simplement pas rester à l'écart. Devant les yeux de la duchesse se tient un jeune homme si fier mais sans défense. Célina prend la défense du garçon et exhorte l'homme à arrêter. Le cocher lui demande brusquement qui elle est et lui demande de s'occuper de ses affaires. Soudain Lucas s'approche du cocher et lui conseille de surveiller son langage. L'homme, après avoir évalué l'apparence des jeunes, comprend qu'ils sont devant lui des aristocrates et prétexte qu'il voulait simplement donner une leçon. Le cocher dit que les aristocrates doivent punir les erreurs, sinon qu'arrivera-t-il à la moralité de la société? Les gens autour commencent à murmurer que le cocher lui-même a roulé à grande vitesse et a failli heurter le garçon, qui était resté silencieuse pendant tout ce temps, arrache la canne des mains de l'homme. En colère, la jeune fille frappe la canne avec son genou de toutes ses forces et la brise en deux. Personne ne s'attendait à une telle réaction de la part de la duchesse, le cocher et Lucas observent ses actions avec étonnement. Soudain, l'homme attaque furieusement la jeune fille, crie que Célina est une fille obscène et ne peut pas être une aristocrate, et menace d'appeler les gardes. La jeune fille accepte calmement et dit qu'elle dira aux gardes que l'homme l'a frappée au genou avec une canne. La duchesse explique que le cocher voulait également rejeter la faute sur le garçon et qu'elle lui fera tout simplement la même chose. Soudain, sœur Lucas se met à rire de manière incontrôlable, si fort que les larmes lui viennent aux yeux. Les gens autour commencent à s'indigner, le cocher a roulé comme un fou, a failli heurter un enfant et tout le monde l'a vu. Les gens crient qu'ils se rangeront du côté de Célina et confirment ses paroles aux gardes. Le seigneur, essuyant ses larmes, demande ironiquement au cocher s'il va appeler les gardes. L'homme a peur de contacter Lucas, dit qu'il a des problèmes urgents et qu'il est pressé de s'en éloigner. Célina s'assoit devant le garçon et lui dit gentiment que ce monde est plein de gens étranges et qu'il faut faire attention. Le seigneur qui s'approche déclare que la jeune fille elle-même est la plus étrange en ce moment, il est temps pour eux de partir. Les jeunes marchent sur le trottoir et Lucas remarque que la jupe de la duchesse est déchirée et qu'elle boite visiblement. Le chevalier demande soigneusement si le genou de la dame lui fait mal et note qu'elle n'aurait pas dû faire ça. La jeune fille admet qu'au départ elle n'avait pas l'intention de casser la canne, mais elle est ensuite devenue distraite et ne pouvait plus s'arrêter. La jeune fille demande à son compagnon de choisir le chemin le plus court car elle a très envie de rentrer chez elle. L'homme regarde Célina et se rend compte qu'il devrait vraiment se dépêcher, la fille peut à peine se tenir debout. Lucas entend du bruit derrière lui et dit à Célina qu'ils rentreront chez eux dès qu'il se sera débarrassé des rats. En se retournant, Célina remarque une foule de voleurs qui ont clairement décidé de profiter aux dépens des autres. La jeune fille a très peur et ne se souvient pas si quelque chose comme ça s'est produit ou non dans le roman. Lucas dit à la duchesse de se tenir derrière lui et promet qu'il réglera tout. Le seigneur remet aux voleurs un sac d'argent et dit que si cela suffit, ils pourront alors se séparer en bons termes. La bande de bandits se met à rire et l'un d'eux déclare que l'argent seul ne suffira pas. Avec une colère qui couve progressivement, demande de quoi d'autre ont-ils besoin. L'un des membres du gang dit qu'il avait pour mission d'attraper une fille très grossière et de lui donner une leçon. Célina comprend immédiatement de qui elle parle, le cocher s'est avéré être un lâche encore plus grand qu'elle ne le pensait. Le chevalier a également compris de qui nous parlions et si les voleurs ne valorisent pas leur propre peau, alors il est également prêt à donner une leçon. Lucas sort une énorme épée de son fourreau et dit que personne ne peut enlever la dame qui est sous sa protection. Célina regarde le visage du seigneur quand il ne joue pas, mais très sérieusement, il a l'air complètement différent. Soudain, la jeune fille demande de ne pas commettre le massacre, si ses parents l'apprennent, ils lui interdiront à nouveau de quitter la maison. Le seigneur, reconnaissant que la jeune fille avait raison, dit aux bandits qu'ils ont eu beaucoup de chance et que la dame leur a sauvé la vie. L'un des voleurs ordonne aux autres d'arrêter de trembler de peur et d'attaquer. Une foule en colère, brandissant des armes, court vers les jeunes. Lucas serre fort Célina dans ses bras et lui demande de n'avoir peur de rien,
mais de s'accrocher à lui. La duchesse ferme les yeux de peur et le seigneur repousse facilement toutes les attaques d'une seule main. Avec un sourire suffisant, Lucas dit à la jeune fille de le serrer aussi fort que possible et de ne pas le lâcher. Les voleurs s'excitent et attaquent le couple avec toute la foule, dans l'espoir de les prendre non pas en qualité, mais en quantité. Dans le château, Jane poursuit la souris et finit par le tuer d'un coup de pelle. Eden tend un sac à la servante, lui dit d'y mettre la souris et il sortira le sac du château. En se promenant dans le jardin, le jeune homme cherche un endroit isolé, à l'abri des regards indiscrets. Après avoir posé la malheureuse petite souris au sol, Eden veut tester la puissance de son don. Après un certain temps, le rongeur prend vie et tourne la tête avec confusion. Eden se rend compte qu'il sait encore peu de choses sur la magie de guérison. À l'avenir, il souhaite apprendre à contrôler ses pouvoirs. Mais ensuite le jeune homme se souvient des paroles de Lucas selon lesquelles il n'est qu'un serviteur qui ne connaît pas sa place. Le gars comprend qu'il a besoin de se ressaisir, la maîtresse ne doit rien savoir de ses sentiments. Eden ne se soucie pas de ce que le monde entier dit de lui, mais si Célina le regarde avec mépris, il ne le supportera pas. Célina attrape frénétiquement les vêtements du seigneur et pense que ce n'est pas facile de s'accrocher et de ne pas le déranger en même temps. La jeune fille remarque avec surprise que malgré la bataille assez intense, Lucas n'a même pas perdu le souffle, c'est ce que signifie un brillant chevalier. Le seigneur, tenant la duchesse, dit que tout est fini et que vous pouvez vous détendre. L'homme enlève soigneusement les cheveux des yeux de la jeune fille et lui demande de lui dire si elle se sent à nouveau mal. Lucas invite Célina à trouver un endroit calme, mais à ce moment-là le dernier des bandits attaque le seigneur par derrière. Le chevalier délivre un coup de foudre, il ne peut pas être pris au dépourvu par une attaque aussi primitive. Célina se sent très mal et demande à Lucas de revenir au plus vite. Le couple n'a pas le temps de faire ne serait-ce que 2 pas avant que la jambe blessée de la duchesse ne se torde et que la jeune fille tombe. Lucas se précipite vers Célina, il craint que malgré sa protection, la jeune fille ait pu être blessée lors de l'escarmouche. Eden aide dans le jardin à cueillir des fleurs pour les bouquets et s'inquiète de la façon dont il va bientôt faire nuit. Entendant le bruit d'une voiture qui approche, le type se précipite à toute vitesse vers l'allée. En voyant arriver la calèche, le jeune homme est bouleversé et comprend que ce n'est pas la calèche de Célina. Il se demande qui est arrivé. Un homme d'apparence très respectable sort de la voiture avec un domestique à son dos. Eden regarde l'invité avec surprise, la broche en argent, les vêtements couleur indigo, tout cela lui semble très familier. L'un des laquais raconte au jeune homme qu'un magicien est venu dans leur château et qu'il semble qu'il appartienne au département de magie impériale. Le majordome salue Monsieur Allogeant et l'informe que le duc l'attend. En passant à côté des serviteurs, l'homme leur jette un bref coup d'œil et remarque une lueur magique autour de l'un d'eux. Le valet de pied dit à Eden que chaque année, des gens viennent au château pour introduire de nouvelles technologies magiques, mais c'est la première fois que le magicien lui-même vient. Monsieur Allogeant marche dans le couloir et pense au jeune homme intéressant qu'il a remarqué, ce type a dû déjà remarquer son potentiel. Lucas dit avec surprise que la duchesse a cassé sa canne il y a longtemps et que sa jambe n'a commencé à lui faire mal que maintenant. Célina répond avec embarras qu'elle a non seulement cassé sa canne, mais aussi son genou. Soudain, la duchesse décide d'évaluer l'étendue de la blessure et relève sa jupe au-dessus de son genou. Lucas est horrifié et crie que Célina est une aristocrate, un tel comportement est tout simplement inacceptable. La jeune fille demande calmement de ne pas faire attention, elle avait juste besoin d'évaluer l'état de son genou. Le genou de la jeune fille était très enflé et présentait une énorme ecchymose rouge et bleue. Lucas voit que le genou a l'air terrible, il aurait déjà dû commencer à faire mal, ce qui signifie que la fille a souffert tout ce temps. Une voix agréable se fait entendre à côté des jeunes, demandant pardon de les avoir dérangés. Le jeune homme dit avoir entendu parler de la blessure de la jeune fille et avoir pensé qu'il pourrait l'aider. Célina regarde le jeune homme avec intérêt, il est si pâle et sombre qu'il ressemble à un vampire. Le jeune homme se présente et dit qu'il s'appelle Yann et qu'il est prêtre. De façon inattendue, Célina déclare que si le prêtre peut l'aider, elle lui en sera reconnaissante. Le jeune homme pose ses mains sur le genou blessé de la jeune fille et commence à lancer des sorts, une mystérieuse lumière magique apparaît sous les paumes du prêtre. Quelques minutes plus tard, le jeune homme retire ses mains des jambes de la duchesse, il ne reste aucune trace du bleu. Les jeunes sont tellement stupéfaits par ce qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas prononcer un mot, ils examinent le genou de la jeune fille. Assise dans la voiture, Célina se souvient des paroles du prêtre lorsqu'ils se sont entretenus après son traitement. Yang a vu comment la fille a défendu l'enfant, il a dit que sa détermination à protéger les faibles, sa gentillesse l'ont orienté vers la poursuite de ses études. Lucas regarde Célina pensivement, il ne comprend pas pourquoi la fille a tant changé, car avant tout le monde la traitait de monstre indifférent. Désormais, la duchesse s'excuse pour ses erreurs et pense aux sentiments des autres. La fille aide les faibles, comment une personne peut-elle changer autant en un instant? Le Seigneur pense qu'une autre âme s'est installée dans la jeune fille,
sinon il ne peut pas expliquer tous ces changements. Mais le changement le plus troublant est que Célina a toujours un regard complètement vide. Remarquant à quel point la jeune fille regarde attentivement la tour de l'horloge, Lucas est frappé par la réalisation que Célina veut mourir. Le Seigneur regarde pensivement par la fenêtre et décide de faire tout ce qui est en son pouvoir, mais de ne pas laisser Célina mourir. La nuit, Eden se tourne d'un côté à l'autre et n'arrive pas à s'endormir, le jeune homme est envahi par des pensées inquiétantes. Le jeune homme se souvient que l'emblème du magicien est une broche en argent et que leur uniforme est de couleur indigo. Les magiciens de l'Empire jouissent d'un respect indéniable parmi le peuple, ils sont appelés seigneurs et sont considérés comme de véritables aristocrates. Le gars réfléchit à ce qu'il dirait de quelqu'un comme lui, il a probablement une attitude différente envers les gens ordinaires. Eden regarde par la fenêtre, remarque la lune dans le ciel et pense que la force du mana dépend de sa phase. Le jeune homme ne comprend désespérément pas où et pourquoi il a reçu ce pouvoir magique. Même des décennies plus tard, Lucas ne peut oublier ce terrible coucher de soleil. Le Seigneur a grandi dans une famille ordinaire mais très heureuse, avec des parents attentionnés. Le garçon aimait beaucoup sa mère, mais malheureusement elle était très malade. Lucas a grandi dans une famille d'aristocrates déchus. Son père cachait son statut et partait travailler tous les jours à l'aube. Le garçon l'a enduré, peu importe à quel point il avait froid ou s'il avait faim. La seule chose dont Lucas rêvait était que sa mère ne meure pas de maladie et ne le laisse pas tranquille. Maman l'a emmené dans son lit et lui a promis d'essayer d'aller mieux. Le garçon a rapidement appris à quoi ressemblait réellement le monde, il a appris que sa famille était pauvre parce que sa tante avait volé tous ses biens. Si la famille de Lucas avait eu de l'argent, sa mère aurait pu être guérie. Le père du garçon s'est porté volontaire pour rejoindre l'équipe de combat de monstres dirigée par son oncle Hunter. La mère du garçon a tenté de dissuader son mari d'un service aussi dangereux, mais l'homme a expliqué que s'il se rendait sur le champ de bataille, le comte l'aiderait à payer les frais de traitement. Le père promet à son fils qu'il reviendra bientôt et que le garçon devra s'occuper de sa mère. Mais 3 mois plus tard, personne n'a commencé à aider au traitement, le garçon, désespéré, a frappé à la porte de sa tante pour lui demander de l'aide. Ouvrant légèrement la porte, la tante jeta à Lucas un sac d'argent et menaça de se casser les mains s'il frappait une fois à leur porte. Les larmes aux yeux, rassembla les pitoyables pièces et essaya de ne pas penser à ce qu'il ferait ensuite. Lucas se rend compte que le soleil se couche déjà et qu'il doit encore arriver à l'hôpital à temps. Mais à l'hôpital, ils ont claqué les portes au nez du garçon, disant qu'il n'avait pas assez d'argent. Lucas, ayant du mal à bouger les pieds, vient à la maison, pensant que personne ne veut les aider, mais qu'il doit simplement faire au moins quelque chose. En allant voir sa mère, le garçon se rend compte que sans médicaments, elle est devenue complètement faible et ne peut même plus parler. Soudain, la mère du garçon commence à cracher du sang violemment et après quelques instants elle se tait pour toujours. Lucas, horrifié, persuade sa mère de se réveiller et de ne pas le laisser seul, car il a très peur. Après avoir enterré sa mère, le garçon resta immobile à son chevet pendant plusieurs jours. Quelques jours plus tard, la porte s'ouvrit et le père entra dans la chambre, le garçon se précipita dans ses bras avec soulagement. Après avoir sangloté pendant plusieurs heures sur l'épaule de son père, le garçon veut lui prendre la main, mais se rend compte qu'au lieu d'un membre, son père a une manche vide. C'est à partir de ce jour que Lucas a décidé que quoi qu'il arrive, il survivrait dans ce putain de monde. Le duc Owe est devenu un soutien fiable pour le garçon en remerciement du fait que le père de Lucas a sacrifié sa main pour lui sauver la vie. Lucas ne faisait plus confiance aux gens et commença à se cacher derrière un masque pour se protéger de ce monde cruel. Mais seule la famille Howitt pouvait prêter allégeance de tout son cœur. Aaron entre dans la chambre de Lucas avec une bouteille de vin et dit qu'il ne pouvait pas passer quand il a vu la lumière dans ses appartements. Aaron dit qu'il est très important d'avoir un ami prêt à boire avec lui à tout moment. Lucas se lève et avoue pensivement à son ami qu'il ne peut pas arrêter de penser à Célina. Aaron dit tristement que sa sœur semble insouciante, mange, dort, marche, mais l'homme ne peut s'empêcher de penser qu'elle pourrait simplement disparaître. Le jeune duc admet qu'il veut voir sa sœur la tête haute, mais il n'a aucune idée de ce qu'il peut faire pour cela. Lucas s'approche de son ami, lui met la main sur l'épaule et lui demande s'il connaît un prêtre nommé Yann. Après avoir écouté le récit des événements d'aujourd'hui, Aaron s'exclame avec enthousiasme qu'avec son aide, ils pourront guérir le trou dans le cœur de Célina. Mais Lucas n'est pas si optimiste, on ne sait pas pourquoi les gens ne connaissent pas le prêtre qui a des pouvoirs de guérison. Soudain, le seigneur depuis le balcon remarque Eden debout dans le jardin, regardant silencieusement la lune. Lucas pense au fait que l'insomnie a attaqué les gens du manoir cette nuit-là. Remarquant le regard de Lucas, Eden s'incline respectueusement. Le chevalier, essayant de rattraper Eden au départ, saute adroitement du balcon dans le jardin. Lucas annonce aux domestiques que lui et Aaron vont partir quelques jours et ordonne au jeune homme de s'assurer que rien n'arrive à sa maîtresse. Eden assure que le seigneur n'a rien à craindre, lui, en tant que serviteur de sa maîtresse,
pense toujours à sa sécurité. Sir Lucas dit avec un sourire que ces derniers temps, il apprend souvent à connaître le jeune homme sous un angle inattendu. Attrapant le serviteur par la main, le chevalier dit d'un ton menaçant que si la dame veut aller quelque part, le jeune homme est obligé de l'arrêter. Lucas ajoute qu'il vaut mieux ne laisser aller la duchesse sous aucun prétexte, et surtout ne pas la laisser s'approcher de la tour de l'horloge. Eden retire sa main avec force et lui assure qu'il comprend tout. Le lendemain matin, Aaron dit au revoir à sa sœur et lui demande de prendre soin de sa santé. Célina pense avec tristesse qu'elle voit pour la dernière fois son frère, qu'il aimera sincèrement jusqu'au bout. La sœur prend doucement son frère par les mains, essayant qu'il ne remarque pas ses vrais sentiments, ne remarque pas qu'elle lui dit vraiment au revoir. Lucas attrape effrontément la main de Célina et lui dit qu'il est temps pour eux de partir. La jeune fille demande à l'homme de s'occuper de son frère et dit silencieusement au revoir au Seigneur. Aaron, submergé par des émotions incompréhensibles, brise la poignée de main des jeunes. L'homme saisit Lucas par le bras, l'entraîne vers la voiture et déclare qu'il est grand temps pour eux de partir. Lors Lucas regarde Eden d'un air menaçant, espérant que le jeune homme tiendra toutes ses promesses nocturnes. Dans la voiture, Aaron explose, réprimandant que même lui, en tant que frère, n'ose pas prendre si effrontément les mains de Célina. Lucas rit, comprenant les sentiments de son ami, mais dit que tôt ou tard, il viendra un moment où sa sœur sera tenue par les mains de quelqu'un d'autre. Pensivement, le Seigneur rapporte qu'il est fort possible que ce soit lui. Tout en essayant d'appâter Aaron, Lucas remarque que quel que soit cet homme chanceux, il a une barrière abrupte devant lui. Avant que Célina ne perde la mémoire, elle aimait vraiment Lord Lucas. Mais à cette époque, la fille n'intéressait pas du tout l'homme lui-même. La façon dont Célina a changé après la tragédie a influencé Lucas et l'a fait changer d'opinion à son sujet. Aaron dit sérieusement que même s'il est prêt à donner sa vie pour son frère adoptif, il ne lui donnera pas Célina. Le jeune duc connaît la colère et la solitude qui déchirent Lucas de l'intérieur, et Célina a besoin d'un homme calme qui la fasse sourire. Lucas lui-même a également besoin d'une fille capable de guérir ses blessures émotionnelles. Assise à table, Célina fait le tri dans la montagne d'invitations reçues après le mariage de son frère. Lady Jonas a envoyé une invitation à une soirée dans la roseraie. La jeune fille demande à Eden avec perplexité ce que c'est. Le jeune homme explique qu'il s'agit d'un goûter qui a lieu en été, juste à temps pour la saison de floraison des roses. Célina dit pensivement que cela semble assez intéressant. Au bout d'un moment, la duchesse annonce à Eden qui est entrée qu'ils vont tous les deux à la soirée des roses.